Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, c'est l'été Smart. Ravi de vous retrouver avec mes deux invités. Durant une heure, on va tenter d'y voir clair, de me comprendre l'actualité du moment, économique, un petit peu sanitaire, pas mal sanitaire, mais économique quand même. Rassurez-vous, de quoi va-t-on parler ce soir dans l'émission? Le premier débat, je l'ai intitulé « Vaccin, confinement, senior, peut-on faire mieux ?» J'aurais pu dire, c'est le cafouillage généralisé, comment s'en sortir. Ça aurait été à peu près le même sujet, à la fois sur les questions de disponibilité des vaccins, de stratégie vaccinale, confinement, oui, non, deuxième, troisième, quatrième. Ça change tous les jours là-dessus. On n'aura pas d'avis définitif. En tout cas, vous n'aurez pas d'informations confidentielles ce soir dans l'émission. Mais bref, tout ça a des conséquences sur la vie du pays, sur la vie économique. On en parlera avec mes invités. Puis dans la deuxième partie de l'émission, on sera plus sur l'économie un peu plus traditionnelle. On s'éloigne dans du sanitaire, mais le sanitaire est jamais très loin en ce moment en économie. Évidemment, on se posera la question de façon franche, brute. Les États-Unis vont-ils distancer l'Europe à l'occasion de cette relance, quand la relance arrivera? On l'évoquait hier, prévision du FMI, on relève les prévisions pour tout le monde sauf pour l'Europe. Ça veut dire qu'on creuse les écarts. Est-ce que c'est que pour 2021? Est-ce qu'effectivement la nature et l'ampleur des plans de relance des deux côtés de l'Atlantique va accentuer cette divergence des économies? Comment, pourquoi? Voilà, on essaiera d'échanger aussi sur ces sujets. Mes deux invités pour parler notamment de ces deux gros sujets, je le disais. À ma droite, Nicolas Guzman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste responsable de la recherche et de la stratégie macroéconomique à la financière de la Cité, une société de gestion. Laurent Levasseur, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Vous êtes entrepreneur, président du directoire de Blue Linea, une entreprise spécialisée dans les solutions pour les seniors, tout type de solutions. Ça va de la téléassistance à la domotique, en passant par les EHPAD. Voilà, les seniors qui sont au cœur, évidemment, des préoccupations du pays et de la planète depuis un certain nombre de mois. Donc vous êtes particulièrement placé pour aussi témoigner et échanger sur ces questions. Merci à tous les deux. Tout de suite, on va parler marché financier avec un truc un peu dingue qui se passe ces derniers jours. Vous avez sûrement entendu parler, c'est la question apéritif. Question apéritif avec un zoom sur les marchés financiers, spécifiquement sur Wall Street. Regardez ce graphe, c'est sur une semaine la courbe de l'action GameStop à Wall Street. GameStop, c'est une société de distribution de jeux vidéo essentiellement. C'est des magasins, donc c'est notamment en France la maison mère du réseau de boutiques Micromania, mais c'est d'abord un réseau de boutiques qui s'appelle GameStop. Il s'est passé en 5 jours une action qui est passée de quelques dollars à tout à l'heure à l'ouverture à Wall Street, encore une progression de plusieurs dizaines de pourcents. Alors effectivement, c'est une graphe peu de temps après l'ouverture, donc à la clôture, ça sera peut-être complètement différent, mais quoi qu'il arrive, on a une action qui a pris plusieurs centaines de pourcents en quelques jours. Pourquoi? Parce que effectivement, sur certains forums, et notamment ce forum-ci, regardez au sein de la plateforme Reddit, ce forum qui s'appelle Wall Street's Bets, qui a plus de 4 millions de membres maintenant, des petits porteurs, se sont mis ensemble pour acheter du GameStop. Pourquoi? Parce que c'était une action qui était vendue, shortée, survendue, par des hedge funds spécialisés dans le fait de vendre des actions qui sont jugées trop chères, avec un effet mécanique qui fait que quand les actions sont survendues, si tout d'un coup on se met à les acheter, ceux qui les ont vendus doivent se rattraper. Bref, c'est je résume très, très brièvement, c'est un crack à la hausse avec donc cette action qui est passée de quelques dollars. C'est une boîte qui ne va pas très très bien, qui ne va pas si mal que ça, mais qui ne va pas globalement très bien, puisque c'est de la distribution physique, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus à la mode aujourd'hui, et qui s'est littéralement envolé ces derniers jours à Wall Street, au point que le sujet était même au menu de la conférence de presse du patron de la Fed hier. Il a été interrogé sur ce sujet, parce qu'on parle en milliards de dollars, avec notamment un fonds d'investissement hedge fund spécialisé dans le fait de vendre des valeurs à découvert, qui aurait perdu 2-3 milliards de dollars sur cette opération. C'est quasiment, regardez sur l'écran, j'ai appelé des gilets jaunes à Wall Street, parce que y a chez certains de ces petits porteurs, qui sont des millions, en tout cas des centaines de milliers à acheter cette action. Pour certains, une volonté, un message politique. Regardez ce post qui était posté hier soir sur le fameux forum en question, une lettre ouverte à Melvin Capital, c'est le fonds Edge qui a été le principal victime de tout ça, CNBC qui est la chaîne, et les boomers, etc., notamment la partie sur les boomers. Je dis aux boomers, les boomers c'est moi et un petit peu plus âgé, si vous n'avez pas été affecté par le crash de 2008, peut-être que vos enfants ou petits-enfants l'ont été, nous ne sommes pas les ennemis, on est du même bord, arrêtez d'écouter les médias qui disent qu'on détruit les marchés, nous avons une opportunité historique
historique de punir ceux qui nous ont fait tant de mal il y a 10 ans et nous saisissons cette opportunité, blablabla. Comment vous interprétez cette affaire un peu rocambolesque? Là, il n'y a pas que GameStop, hein, il y a d'autres entreprises qui ont été victimes ou qui ont profité de même mouvement de marché. Une chaîne de cinéma qui était quasiment faillite, qui s'appelle AMC, qui est la principale chaîne de cinéma aux États-Unis, qui était, compte tenu de la situation, quasi en faillite. Et hop, son cours s'est envolé. BlackBerry également, qui ne va pas très bien. Nokia, qui ne va pas très bien. Toutes ces entreprises qui ont pris des centaines de pourcents de hausse sous l'effet de ce mouvement. Est-ce que c'est les gilets jaunes à Wall Street? C'est les réseaux sociaux qui perturbent Wall Street? Comment vous voyez la chose, Nicolas? On peut parler du message politique, mais paradoxalement, même si on se retrouve avec des configurations, avec des entreprises qui valent des dizaines de milliards de dollars maintenant, alors qu'elles ne valent pas ce prix-là. Et paradoxalement, en fait, je pense que c'est plutôt un acte d'efficience du marché. Parce qu'en fait, d'efficience, d'accord. Oui, d'efficience du marché, parce qu'on a une situation de vulnérabilité, effectivement des hedge funds qui prennent des positions à découvert sur des entreprises qui vont pas très bien, donc ils vont jouer à la baisse des entreprises, mais ces entreprises ne valent pas grand-chose. Du coup, en fait, eux prennent des positions assez risquées sur une situation, et cette situation est prise en compte ensuite par les gens qui veulent trader après. Et en fait, ils se rendent compte qu'en achetant ensemble ça, ils peuvent faire bouger le cours et évidemment forcer le hedge fund en question à racheter ses positions, ce qui va propulser. Quoi qu'il en coûte, parce qu'effectivement, sinon il est. Et donc de propulser encore le cours à la hausse, c'est-à-dire donc de faire des gains assez importants, justement en voyant cette vulnérabilité. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de corriger une situation où il y avait effectivement une efficience, parce que les hedge funds passaient short sur ces sociétés-là, mais avec un niveau de risque qui était assez important, et du coup, ça a été corrigé par ce genre de mécanisme. Du coup, je pense que tout le monde fera un peu plus attention par la suite. Et ensuite, il y a aussi pour l'instant, il n'y a pas eu d'intervention du régulateur, mais on voit quand même qu'il y a les plateformes de trading qui sont utilisées par ces personnes-là, maintenant sont en train d'exclure les compagnies en question de leur plateforme, et donc il va y avoir une régulation. Ce qui est un peu bizarre, mais effectivement, de fait, ça a permis de calmer entre guillemets le jeu. On parle de la fameuse plateforme Robinhood, où les frais sont gratuits, qui a un modèle économique assez particulier, là, relativement abracadabrant aussi, avec des particuliers qui avec un peu d'argent, mais très nombreux, grâce aux réseaux sociaux, peuvent avoir une influence très fortement. Le régulateur peut éventuellement intervenir, ensuite essayer de voir de contrôler effectivement le niveau de levier qui peut être utilisé par les uns ou les autres, mais ensuite c'est pas aux autorités, notamment comme vous l'avez rappelé, que la Fed a été interrogée sur ce sujet hier soir. Évidemment, c'est pas du tout à eux de s'occuper de ce genre de choses, parce que surtout c'est pas parce qu'il peut y avoir des bulles sur certaines actions que la Fed doit, elle, réagir par rapport à ça. La Fed s'occupe de l'économie, du niveau de chômage, du niveau d'inflation, mais pas des marchés financiers directement, contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois. Votre entreprise est cotée en bourse, Laurent Levasseur. Comment vous voyez cette... vous auriez bien aimé quand vous saisissez, forcément. Comment vous analysez ce mouvement? Ça vous inspire quoi, effectivement? Je parlais de gilets jaunes parce qu'il y a un message politique un peu de renverser la table, de faire payer les méchants spéculateurs, les gros fonds de Wall Street. Et en même temps, c'est intéressant le propos de Nicolas, de dire il y avait une vulnérabilité, une faiblesse de marché. Elle s'est auto-corrigée par... on ne s'y attendait pas, mais de fait... Alors, j'aime bien votre titre, des Gilets jaunes à Wall Street. En fin de compte, oui, il y a quand même un certain mouvement. Alors, on peut trouver ça passionnant, stupéfiant, rigolo. Concrètement, c'est pas un bon signal. C'est pas un bon signal pour que déjà des entrepreneurs choisissent le chemin de la bourse. Déjà, parce que ça alimente le côté casino, quoi. Ça peut paraître un peu... Voire pire. Voire effectivement, il ne faut surtout pas y aller pour pas se faire... Et concrètement... il n'y a aucune réalité quand on voit ces multiples. Moi, la question que je me pose, nous sommes jeudi, ça fait quelques heures, quelques jours que tout le monde est au courant, et le cours ne s'est pas écroulé. C'est stupéfiant, ça c'est vraiment surprenant. Alors, je crois comprendre que... On sait qu'il monte pour des raisons techniques, mais en même temps, il y a un afflux quand même d'acheteurs, grâce à ces réseaux sociaux, grâce à ces plateformes là, sur Reddit, Wall Street Bets, qui regroupent 3-4 millions de membres. Et une fois l'information dévoilée au public, moi, je pense que ça aurait dû s'écrouler et tout le monde aurait dû partir avec ses gains ou sans ses gains, que le dernier éteigne la lumière en sortant. Et pas du tout. Alors, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un certain Elon Musk qui avait joué, qui est un joueur invertébré et qui a aussi contribué à cette hausse. Et peut-être que sa présence donne un message à ce grand public pour dire que GameStop, c'est le futur Tesla. S'il est là, c'est qu'il y a peut-être une raison. Mais il est plus malin que moi, s'il achète, je vais acheter aussi. De 200 ou 300 millions, ils sont passés à 20 milliards de valo.
ça repose sur rien. Et c'est vrai que c'est pas un bon signal pour les marchés financiers parce que ça peut démontrer qu'à tout moment, dans un sens comme dans l'autre, en dehors de toute réalité économique, l'entreprise peut devenir un jouet. Alors sur une entreprise qui est sur les jeux vidéo, forcément, ça fait sourire, mais c'est pas rassurant. Voilà. Oui, c'est pas bon à suivre. Hein, encore une fois, faites attention avec le graphe que je vous ai montré. C'était peu de temps après l'ouverture à Wall Street. Mission en temps différé, donc le cours ce jeudi soir est peut-être très différent compte tenu de la volatilité de la dite action. Allez, tout de suite, on va s'intéresser à l'économie un peu plus fondamentalement et les questions sanitaires et la façon dont elles sont traitées avec ce premier débat. Cafouillage généralisé, disais-je dans le sommaire tout à l'heure, il y a une dizaine de minutes. Voilà, peut-on faire mieux ? On va rester sur cette question-là, voilà, plus sérieuse et moins polémique et surtout plus positive à propos des questions sanitaires qui agitent beaucoup de monde en ce moment. Ça s'agite beaucoup. La thématique des vaccins a été très très agitée, vous le savez, toute l'actualité, notamment en ce début de semaine, entre effectivement le questionnement de la stratégie vaccinale, surtout la question de l'approvisionnement en vaccins, avec d'éventuelles différences entre les uns et les autres, avec voilà, de façon un peu un paroxysme matin avec les mauvaises relations par voie de presse interposées notamment entre la Commission européenne et le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca sur les volumes qui devraient être fournis du vaccin AstraZeneca, qui n'est toujours pas autorisé d'ailleurs dans l'Union européenne au passage, qui rajoute à la confusion, qui devrait être autorisé demain. On verra si c'est le cas. Là-dessus se rajoute pour le cas de la France les allers-retours, en tout cas dans les rumeurs autour de confinement, pas confinement. On est repassé hier, si finalement peut-être probablement confinement, alors qu'avant-hier c'est probablement finalement peut-être pas. Bref, peut-on faire mieux ? Je vais m'adresser à vous en premier, Laurent. C'est votre métier de vous occuper des seniors, c'est le métier de votre boîte. Alors vous le faites, je le disais dans le sommaire, des systèmes de téléassistance, de la domotique spécialisée. Également, vous travaillez beaucoup avec les EHPAD. Comment voyez-vous, avec votre regard, de votre point de vue, démarrer un témoignage, l'espèce de bordel ambiant sur ces sujets en France, mais pas seulement, et globalement en Europe, et dans d'autres pays, dans le monde, il faut le dire aussi. Mais en tout cas, cette espèce d'hystérie là, on a l'impression que plus personne sait où il habite et plus personne sait quoi faire. Ouais, et en plus, je pense que vous attendez une réponse assez claire. C'est ça ? Moi, j'ai le droit de dire c'est le bordel, ou c'est le chaos, ou c'est le cafouillage. Alors, il y a eu une première étape, une stratégie de vaccination pour pouvoir déjà préserver les personnes les plus fragiles, les plus sensibles dans les EHPAD. Et comme vous avez pu le constater, on est de plus en plus dans un débat intergénérationnel qui commence à prendre un ton qui rend mal à l'aise à peu près tout le monde entre les différentes générations. Pourquoi on a choisi de protéger les personnes qui sont dans les EHPAD ? C'est parce qu'elles ont représenté 45% des personnes qui sont décédées depuis le début de cette crise en Europe. Donc forcément, il faut aller s'intéresser aux personnes les plus fragiles. Maintenant, peut-être qu'il était un peu tard pour le faire et peut-être que ce n'était pas nécessaire de le faire tout de suite, tout simplement parce que la plupart des personnes âgées qui sont décédées du Covid ou qui ont été atteints par le virus, c'est très souvent parce que, et on a eu l'occasion d'en parler déjà ensemble, elles avaient été contaminées par leur propre famille depuis le mois de décembre ou janvier du début de l'année. Donc concrètement... l'année dernière, de l'année dernière, 2019. On refait le film là, vous, là. C'est déjà un an. Oui. Voilà. Et si on avait... Sans le savoir, évidemment. Si on pouvait écrire l'histoire, c'est trop facile de le dire après, il n'y a qu'un faucon, eh bien, il aurait fallu, dès le mois de décembre, gérer un peu mieux les visites pour éviter que les familles contaminent leurs propres parents, où il y a beaucoup de tendresse, on les prend dans ses bras, on discute, c'est normal. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Aujourd'hui, dans ce bordel ambiant, pour reprendre vos termes, ce sont les vôtres. Oui, j'assume. Dans les EHPAD, je peux vous assurer, la motivation est totale pour pouvoir vacciner les personnes âgées, avec un souci logistique important, prendre soin aussi de ces doses. Et on ne peut pas délivrer 100% des doses dans un EHPAD en partant du principe que 100% des personnes acceptent d'être vaccinées. On a fait plusieurs enquêtes, on est passé de 20 à 40%, mais il reste encore 60% d'indécis. Donc concrètement, on aurait mis 60% des doses à la poubelle. Donc ça n'aurait pas été entendable. Et puis deuxièmement, est-ce que c'était la meilleure solution ?
Ouais, là, je vais répondre à titre personnel. On a fait plusieurs enquêtes auprès des seniors. Et souvent, les personnes âgées présentes en EHPAD ne comprennent pas pourquoi on n'a pas commencé par vacciner leurs propres enfants. Alors, leurs propres enfants, ils ont entre 60 et 70 ans. Hein. Il faut mettre ça un peu en exergue. Et pourquoi on n'a pas pensé à vacciner d'abord ces jeunes seniors qui sont tous, pour la plupart, très actifs, qui ont la même vie que ceux qui ont 10 ou 20 ans de moins. La vie d'une personne de 70 ans aujourd'hui est à peu près la même qu'une personne de 50 ans. Il sort, il fait du shopping, il travaille encore, il y a beaucoup d'activités. Sauf que pour la personne de 50 ans, c'est pas très grave, ce virus. Alors, oui, bien sûr, c'est pas très agréable. Mais pour la personne de 70 ans, on n'a pas droit à l'erreur. Oui. Et concrètement, peut-être qu'il aurait fallu travailler les tranches de la population un peu différent, car dans un EHPAD, depuis maintenant 6 mois, les personnes sont en sécurité. Et il aurait fallu peut-être se concentrer sur cette partie de la population, ces jeunes seniors actifs, avant de s'intéresser aux plus âgés. Et en parallèle de ces jeunes seniors actifs, comme il semblerait que les clusters principaux étaient autour des étudiants, en travaillant les jeunes seniors actifs et les étudiants, peut-être qu'on pouvait redémarrer la vie sociale, les restaurants, les bars. C'est un avis personnel. Alors, les avis personnels, il y en a à peu près autant d'habitants. Mais concrètement... Pas forcément de procureur. Hein, voilà, mais concrètement, c'est un élément. Moi, j'ai juste une question à poser dans ce bordel ambiant. C'est pas le vaccin qui va nous sortir de cette crise. Non, parce qu'on voit bien que c'est pas possible de vacciner 4-5 milliards de personnes sur cette terre. Non, le vrai sujet, c'est d'avoir la même stratégie que pour les grippes, pour les virus grippaux classiques, à savoir on vaccine les plus de 75 ans de manière assez systématique et on soigne ceux, les plus jeunes, qui finissent par contracter la maladie. Donc, comme pour une grippe classique, on vaccine les plus âgés et on soigne la personne de 40 ans qui se retrouve avec une grippe. D'accord, mais il faut vacciner les plus âgés, on n'y est pas encore, hein, c'est voilà, quand même, hein, globalement. Et le vrai sujet, c'est, au fait, on en est où sur la recherche des traitements médicamenteux ? Parce que concrètement, vous dites, c'est qu'on parle beaucoup de vaccins, mais pas beaucoup de traitements. Alors, il y a quand même de la recherche sur les traitements. Hein. Et heureusement, heureusement, ces traitements continuent. Ouais. Et je pense que ça sera vraiment la sortie du tunnel. Quand on aura une stratégie de vaccination, il y a des problématiques de production, mais surtout quand on aura un traitement qui permettra de soigner les gens malades. Et à partir de là, on pourra retrouver une vie normale. Excusez-moi d'avoir pris un peu de on va revenir sur ce type de stratégie. C'est intéressant parce que c'est pas forcément effectivement ce que tout le monde est susceptible de dire. Je voudrais, vous, Nicolas, comment vous réagissez alors, sur la partie approvisionnement. On parle beaucoup effectivement on a évoqué la stratégie vaccinale, sur la stratégie d'approvisionnement. Assez de vaccins, pas assez de vaccins. Quand on voit que un des plus gros laboratoires pharmaceutiques mondiaux est quasiment en train de se battre par communiqué ou par interview interposée avec la Commission européenne. C'est pas rien, la Commission européenne, quand même, ça représente l'Union européenne. Ça dit quoi? Et vous avez quelle lecture de cette espèce de rivalité-là? Quand on n'est pas spécialiste, on se dit globalement, s'ils en sont à ce point-là de hausser le ton, c'est que globalement, ça va mal. Ils ont peut-être l'un comme l'autre des choses à se reprocher. Ou c'est qu'il y a un loup quelque part. En tout cas, c'est qu'on n'est pas bien. Donc, on peut un peu comparer aussi avec ce qui se passe ailleurs et ce qui s'est passé en Europe. Alors déjà, la première chose, c'est que la Commission européenne, normalement, n'est pas responsable de tout ce qui est médical en Europe. Mais d'ailleurs, au début donc c'est pour ça que les stratégies de sanitaires au début étaient différentes dans tous les pays, sauf après sur les vaccins, ils ont décidé de le faire ensemble. Voilà, ça. Au début, il y a eu quand même des accords entre pays. Je crois que la France, l'Allemagne, l'Italie et un quatrième pays s'étaient mis ensemble d'abord pour commencer à avoir ensemble justement des discussions avec les laboratoires. Et puis finalement, à partir du mois de juin, ils ont attribué à la Commission européenne la possibilité d'agir au nom de tout le monde, des 27. Et sauf que à ce moment-là, la Commission européenne n'avait pas les compétences réelles en fait pour mener ce type de discussion. Donc ils ont un peu improvisé. Ce qui est un peu curieux, c'est de faire ça, enfin de donner, on va dire, une mission à la Commission en plein milieu de la pandémie la plus importante de l'histoire, enfin depuis un siècle, alors qu'elle n'avait pas vraiment les compétences. Et on voit à peu près ce qui a été fait et notamment les priorités qui ont été celles de la Commission européenne. On voit notamment la volonté, je pense, des pays européens de montrer et d'afficher leur solidarité dans cette question-là, alors que peut-être un peu au détriment de l'efficacité. Et il y a ensuite pas mal de heurts qui se sont produits, notamment sur, je pense, la réaction qu'ont eu les Européens avec ce qui s'est passé avec les États-Unis au départ, c'est-à-dire je crois que dès le mois de février, les Américains ont commencé à discuter avec les laboratoires, notamment avec un laboratoire allemand, et du coup, il y a eu une volonté, je pense, des Européens de se protéger, et donc se sont intéressés plus aux laboratoires européens, donc CureVac, Sanofi, et ont signé, je pense, plus rapidement avec eux
peu également, alors même que les avancées en termes médicaux... Parce que les Américains voulaient acheter CureVac, qui est effectivement au tout début, enfin en tout cas, il y a eu des rumeurs comme quoi... Sans que ce soit véritablement confirmé, et donc se sont intéressés plutôt à ces laboratoires-là et éventuellement à la solution qu'ils pouvaient proposer, alors même qu'ils étaient en retard, vous savez, à ce moment-là, sur les plans de recherche. Et à ce moment-là, Moderna je crois qu'ils ont mis au point leur vaccin quand même le 13 janvier 2020, Moderna. Pfizer était aussi également avancé, et donc on a peut-être un peu négligé ceux qui étaient les plus avancés. Et ensuite, il y a eu une volonté, je pense, des Européens, et là c'est assez significatif, d'essayer de négocier les meilleurs prix. C'est-à-dire qu'on est encore une fois en plein milieu d'une pandémie mondiale assez importante, en sachant pertinemment que le coût des politiques de confinement sur l'économie, et on a cherché à faire des économies de bout de chandelle sur le prix des vaccins. Et donc, alors on pouvait, au mois de décembre... Est-ce qu'on était sûr à l'époque, aujourd'hui c'est évident pour tout le monde, est-ce qu'on était sûr il y a 6 mois, au milieu de l'année 2020, ou que effectivement le coût d'un retard de vaccination était infiniment supérieur à l'économie qu'on pouvait faire sur le fait de bout de chandelle, comme vous dites, sur le prix unitaire des vaccins? Tout le monde était capable de voir à peu près le coût du premier confinement au moment où les négociations ont eu lieu. Et donc on a des prix qui sont effectivement très inférieurs. Je crois que l'AstraZeneca, on paye 2 euros en Europe, et c'est quasiment le double aux États-Unis. Pour celui de Pfizer, c'est quasiment x3 dans certains pays. Et en fait, certains pays ont décidé de payer plus cher pour justement avoir un accès prioritaire au vaccin, de financer un peu plus la recherche, ce qui a été moins fait en Europe de façon assez claire. Et du coup, le résultat, c'est qu'on a effectivement beaucoup plus de difficultés à obtenir le Donc on a peut-être économisé des centaines de millions, sauf que l'enjeu, il est en dizaines de milliards. Voilà. Ce qui a été économisé est perdu en quelques jours de confinement. Donc ça n'a pas de sens. Et du coup, là, on arrive quand même à une situation où ce qu'on devait recevoir en termes de vaccins, maintenant, il y a 3 laboratoires qui sont en train de couper leur niveau de production qui va être attribué à l'Europe. Ils n'ont pas forcément les capacités de parvenir à ça. On voit également ce qui a été décidé aujourd'hui par l'Allemagne, c'est-à-dire de bloquer le vaccin Astra pour les plus de 65 ans, ce qui remet quasiment totalement en cause leur stratégie vaccinale, parce que s'ils veulent vacciner d'abord les plus de 65 ans, mais qu'ils n'ont pas le vaccin, alors que celui d'Astra est censé un des plus importants en Europe. Et donc demain... Un des plus importants dans les commandes, oui, c'est ça. effectivement. Et ils ont fait ça de façon assez curieuse aujourd'hui, alors que l'autorité médicale européenne va se prononcer demain. C'est-à-dire qu'ils ont préempté en fait la décision européenne. Donc à savoir si demain les Européens, l'autorité européenne va décider également de couper le vaccin Astra sur les plus de 65 ans, et surtout de regarder dans le détail la raison pour laquelle ils ont interdit, ils ont bloqué le vaccin aux plus de 65 ans. Ils ont une étude où, en gros, le groupe témoin, c'est-à-dire celui qui a été vacciné, et le deuxième groupe qui n'est pas vacciné, et ils ont un cas dans les deux sens, un cas qui est positif des deux côtés, et du coup ils ont considéré que c'était pas suffisant, alors qu'il y a une marge d'erreur qui est colossale dans la recherche, et alors même que les études qui ont été publiées ailleurs, notamment au Royaume-Uni, montrent une efficacité quand même assez importante. Évidemment que si on avait en termes d'approvisionnement les doses suffisantes qui permettaient de vacciner les plus de 65 ans avec d'autres vaccins, ce serait peut-être mieux. Mais pour le moment, le vaccin reste quand même efficace, et on a décidé de se tirer une balle dans le pied de ce côté-là, parce que je rappelle encore une fois que les plus de 65 ans, ça représente 80% des décès. Donc effectivement, si vous arrivez à vacciner en priorité les plus de 65 ans, vous arrivez quand même quelque chose. C'est globalement le principal problème. Et si je regarde la comparaison avec les États-Unis, qui eux, en gros, une population de plus de 65 ans de 55 millions de personnes, plus les personnels soignants, c'est 21 millions, donc on arrive à peu près à 76 millions de personnes. Ils ont déjà vacciné un tiers de ces chiffres-là en vaccinant 1,2 million de personnes par jour. C'est-à-dire qu'à peu près au début mars, ils pourraient avoir vacciné toutes les populations qui sont à risque, et d'avoir effectivement une sortie de crise. Alors que nous, ça ne va pas du tout être le cas en Europe, d'autant plus que les Allemands viennent d'annoncer qu'ils devraient être à court de vaccins dès le mois d'avril. Oui. Avec vous faisiez le comparo avec la comparaison avec les États-Unis. Il y a une comparaison intéressante avec la Grande-Bretagne. Enfin, vous l'évoquiez. Ce qui est assez spectaculaire, c'est que la Grande-Bretagne, elle vient de quitter l'Union européenne. Quasi sa première décision, avant même le deal Brexit, de faire les choses en solo, ça a été sur le vaccin, et qu'aujourd'hui, effectivement, c'est Brexit versus Union européenne, 1-0 quoi. Alors, l'histoire n'est pas finie, mais globalement, ils ont quasiment déjà validé, enfin en tout cas avec un peu de mauvaise foi, mais ils ont quasiment déjà validé le Brexit, enfin en tout cas dans le discours de Boris Johnson et de son ministre de la Santé, qui ne s'est pas privé de dire qu'en 3 jours, il avait vacciné en Grande-Bretagne autant que la France en 3 mois, ou en 2 mois, je crois que c'est ce type de rapport. Laurent, comment vous sur le
est-ce que ce sentiment de on n'a pas assez, on va pas en avoir assez, il est déjà présent sur le terrain, dans les EHPAD, chez les... Nous, en ce moment, on le vit sur le terrain, à la fois dans les EHPAD et à la fois à domicile. Dans les EHPAD, il n'y a pas de rupture. Dans les EHPAD, aujourd'hui, les stocks ont été prévus pour justement vacciner les personnes dans les EHPAD. Sauf que... Enfin, dans les EHPAD, on a un objectif de quasiment la moitié déjà qui est atteint. Oui, tout à fait. Ça, Mais vous voyez, par exemple, hier, j'avais un de mes clients qui a un petit groupe d'EHPAD associatif dans le nord de la France. C'est aujourd'hui seulement qu'il peut commencer enfin à faire la première vaccination. C'est surprenant. D'accord. On les reçoit enfin. On est quand même fin janvier. Oui. C'est seulement maintenant qu'il janvier. Ouais. Et pourquoi je vous parle de lui? Un mois après, c'est censé avoir démarré le 27 décembre. Il s'appelle Armand Rousseau, c'est le président d'un groupe qui s'appelle les Orchidées. C'est une association, ils ont plusieurs EHPAD. C'est tout petit, mais quand même à peu près 1 millier de collaborateurs. Et ils accompagnent une dizaine de sites. C'est pas si minuscule. Et il a pris une décision assez tranchante. Il a expliqué aux résidents de ces établissements que s'ils acceptaient tous d'être vaccinés, ils s'engageaient le 10e jour après la deuxième injection, de reprendre une vie normale sur la totalité des établissements. Ça veut dire de faire en sorte que les gens n'auraient plus de masques, ils reprendraient leurs activités d'auparavant, les visites seraient à nouveau ouvertes, et ce serait à ce moment-là, comme et le personnel et les résidents seront vaccinés, et bien c'est à ce moment-là, les familles qui viendront sans être vaccinés, qui prendront un risque. Ce sera à ce moment-là les petits-enfants qui viendront, qui prendront un risque, mesuré, mais qui prendront un risque. Donc renverser le risque. Mais concrètement, la récompense pour toutes ces personnes âgées qui sont en souffrance, qui vivent un isolement, qui n'ont plus d'activité entre elles, d'activité de cuisine, de sport, alors ça peut faire sourire, mais ça fait partie de la vie sociale, eh bien il s'est engagé auprès d'elles en disant « acceptez à 100% d'être vacciné et moi je vous garantis que vous retrouverez une vie normale 10 jours après la deuxième injection. Ils ont dit d'accord ? Ouais. Ils ont dit d'accord. Mais Sauf qu'il n'a pas eu de vaccin. Mais maintenant, ça vient. Non, si ça vient, eux, ils les auront. Alors ça, c'est dans les EHPAD. Et puis à domicile, c'est différent. Nous, on accompagne 30 000 personnes âgées à domicile. Donc 30 000 familles qui nous font confiance pour accompagner leurs grands-parents, leurs grands-mères, leurs grands-pères. OK. On a mis en place une stratégie. J'ai même embauché une chef de projet spécifiquement pour ça. On a mis en place une task force pour pouvoir vacciner nos propres abonnés, les personnes dont on prend soin. Alors, les aider à les vacciner. Alors nous, on n'a pas la capacité de vacciner, mais les aider à avoir le rendez-vous, les aider à pouvoir s'y rendre, les aider à pouvoir faire en sorte, est-ce que c'est votre voisin qui va vous accompagner? Comment on fait ça? Pourquoi? Parce que dans le protocole des plus de 75 ans, vous savez, il faut aller sur une plateforme pour pouvoir s'identifier, avoir un email, créer un rendez-vous, ou alors appeler un numéro vert, savoir tout de suite de tac au tac. Ce qui n'est pas forcément évident quand on a 85 ans. Ouais. Exactement, même 90 ou 95. Doctolib nous a aidés de manière très très rapide. Ils nous ont donné un statut de régulateur, c'est-à-dire qu'on a un accès partie privilégiée sur la plateforme pour pouvoir prendre des centaines de rendez-vous en quelques heures. Et aujourd'hui, la problématique, elle est simple. La plupart des centres de vaccination, on essaye d'enregistrer et de faire prendre des rendez-vous pour des personnes qui ont 80 ans, ils ont 87 ans d'âge moyen. Eh bien, on n'a pas de rendez-vous, ou alors c'est dans 2 mois. Il y a des centres de vaccination qui, après une certaine date, disent « hop, stop, on verra plus tard ». Et puis d'autres, où c'est dans 2 mois, 3 mois. Et quand on voit... Je crois que Doctolib, ils ont déjà pris 3 millions de rendez-vous. Hein. Je crois que c'est... Voilà, et quand on voit cette prise de perspective, quand on voit ce retard à l'allumage, on n'est pas sorti de l'affaire. Et voilà. Mais par ça veut dire qu'on s'est focalisé sur les anti-vaccins, sur le principe de se vacciner, etc., et plutôt sans bien anticiper le fait que finalement, même s'il y avait, de toute façon, même s'il y avait la moitié de gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, il restait quand même des dizaines de millions de personnes à vacciner. Et on retombe de toute façon là, aujourd'hui, sur le problème qu'on n'en a pas assez de vaccins. J'ai envie de reprendre les termes du président de la République au tout début de cette crise sanitaire. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, il l'a répété. Et concrètement, je pense qu'il faudrait qu'on ait des réactions, une gestion, un suivi beaucoup plus proche de la gestion d'une crise que pourrait être une guerre, une crise sanitaire, et pouvoir arriver à agir plus vite. Tout à l'heure, vous avez totalement raison quand vous nous parlez. On a essayé de faire des économies de bout de chandelle et on ne se rend pas compte que c'est quoi? C'est quelques jours de confinement qui seront pulvérisés. Quand vous regardez Israël est heureuse d'expliquer qu'ils ont pris des options, ils ont payé plus cher que d'autres, mais en ce moment, ils vaccinent 2% de la population chaque jour. Donc en moins de 2 mois,
ça sera 100% de la population. Oui, ils sont déjà quasiment la moitié de la population. Et oui, ils n'ont pas fait les commis de bout de chandelle. Oui, c'est peut-être aussi culturel. Mais en attendant, Israël, c'est un pays qui est en guerre et qui a réagi en tant que tel. Oui, qui a l'habitude d'être en guerre, pour le coup. En 50 jours, le pays sera vacciné. C'est malheureux qu'il nous manque cette réactivité. Après, sur la logistique, certains vous diront qu'il fallait peut-être proposer à l'armée ou à Amazon de la mettre en place. Moi, je ne sais pas répondre à tout ça. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on se bat pour pouvoir avoir des rendez-vous à des gens qui ont 90 ans pour qu'ils puissent être vaccinés. Donc imaginez la lenteur dans laquelle on va devoir gérer cette situation. Nicolas, est-ce que c'est inhérent un peu à l'état d'esprit de l'Union européenne d'avoir privilégié achats groupés, négociations sur les prix, etc., alors que manifestement, ça n'a pas été le cas des États-Unis, de la Grande-Bretagne, d'Israël, qui sont les... je ne parle pas des pays du Golfe qui ont des très bons chiffres, mais enfin, c'est les micro-pays, donc c'est pas... Quand on reprend un peu les articles de presse de l'automne, je crois qu'il y avait en fait une non-conscience des dirigeants européens que en fait, un vaccin pouvait arriver rapidement. Et contrairement à d'autres pays. Et ce qui est assez stupéfiant, c'est de voir par exemple de la presse, notamment au mois d'octobre, au mois de septembre, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Israël, c'était le cas également. De voir qu'il y avait un niveau de préparation, il y avait beaucoup de papiers qui parlaient de, en gros, c'est le retour du D-Day, on prépare le débarquement, on va vraiment s'organiser avec une logistique de haute volée pour essayer d'arriver à vacciner autant de personnes. Je crois que dès le mois de mars aux États-Unis, il y a eu l'opération Warp Speed qui a été lancée. Le début juillet, ils ont nommé un général 4 étoiles qui était spécialiste de logistique justement pour s'occuper de cette question-là. Et on voit que tout ça, en fait, en Europe, ça n'a pas eu lieu. Et en fait, la volonté politique, elle a été exprimée dans le JDD il y a à peu près 3 semaines, mais ça faisait déjà 15 jours ou 3 semaines que la campagne de vaccination a été censée être lancée. C'est là, en fait, la prise de conscience en fait, de la réalité de la situation et de l'urgence qu'il y avait, notamment avec l'émergence du variant britannique qui est en train de se mettre en place. Et là encore, là aussi, on avait déjà des chiffres qui étaient quand même assez sérieux dès début janvier. Et on voit que la réaction, elle a eu lieu peut-être 2 semaines ou 3 semaines après. C'est comme si on avait toujours 2-3 semaines de retard. Et surtout, une non-conscience aussi du problème de logistique. Et on paye assez chèrement aujourd'hui cette en fait, ils ont évacué, je pense, la question. Enfin, ça n'a pas été suffisamment préparé. Oui, 2-3 semaines. Et puis les patrons de laboratoires, que ce soit Moderna, Pfizer ou même AstraZeneca, ils disent que les Delta, c'était plutôt 3 mois. Enfin, dans les discussions, les négos, dans les commandes, sur les achats. Et voilà, et dans les commandes, et là où justement avec les négociations sur le prix qui ont duré assez longtemps. Et ce qui est assez malheureux maintenant, c'est de voir par exemple que donc les Américains ont commencé le 14 décembre la campagne de vaccination. Et depuis le 6 janvier, ils ont un retournement de l'épidémie. Et je crois qu'ils sont en baisse jour après jour depuis 15 jours, là, je crois. C'est ça. Et sur les hospitalisations, on est quasiment à moins 19% depuis le 6 janvier. Donc c'est quand même très marqué. Donc pour l'instant c'est efficace. On voit à peu près le même retournement aussi au Royaume-Uni, malheureusement avec un taux de létalité qui reste quand même assez important. Et donc ça fonctionne. Donc on ne peut pas encore dire que c'est absolument le vaccin qui est la cause de tout ça, mais on a de bonnes raisons de le croire. Et malheureusement c'est pas quelque chose qui risque de nous arriver rapidement pour le moment. Est-ce que ça veut dire que, ça fera lien avec le second sujet, mais on va faire un petit break dans 30 secondes, est-ce que ça veut dire que d'ores et déjà, les instituts de conjoncture, etc., révisent à la baisse leurs perspectives européennes pour ce début d'année ? Pour le moment, notamment la BCE avait indiqué qu'ils n'allaient pas réviser à la baisse parce qu'en fait, ils estimaient que la fin du mois de décembre et le début de l'année serait de toute façon pas terrible, et que ça avait déjà été anticipé dans les anticipations qui ont été formulées au mois de décembre. Malheureusement, ça risque d'être effectivement le cas dans les prochaines semaines. Et on voit qu'il y a eu notamment quelques banques américaines qui ont notamment révisé à la baisse les projections de croissance de la zone euro. Comme vous l'avez dit également, le FMI hier qui n'a pas relevé à la hausse, relevé celle de l'Europe. Par contre, ça va être le cas notamment aux États-Unis avec les chiffres du PIB qui sont sortis également aujourd'hui. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver, d'autant plus qu'il y a un risque de reconfinement aussi en France qui existe aujourd'hui, et malheureusement, et ce qui pourrait encore porter encore un peu plus sur le niveau d'activité. Ça fait le lien. On va revenir sur cet écart Europe-États-Unis dans quelques instants. Restez avec nous, on marque une très courte pause. Retour dans Late et Smart, merci de rester avec nous. Nous allons regarder, creuser cette idée d'un écart croissant entre les perspectives économiques des deux côtés de l'Atlantique. Les États-Unis vont-ils distancer l'Europe ou continuer à distancer l'Europe? Parce que globalement cet écart il ne date pas de 2020. Pourquoi? Alors, vous l'évoquiez Nicolas tout à l'heure, on a eu le PIB des États-Unis pour le 4e trimestre 2020 en début d'après-midi. Ça tombe vers 14h, 14h30, je ne sais plus. Donc pour le 4e trimestre et donc pour l'ensemble de l'année 2020, regardez, c'était la dépêche en français de l'AFP quelques minutes après. Voilà, le
PIB des États-Unis s'est contracté 3,5% en 2020, plus forte baisse depuis 1946. Alors ça, bon, ok, ça fait impressionnant, mais bon, l'ensemble des pays globalement, hein, ils ont eu la moins bonne performance en 2020 que depuis la Seconde Guerre mondiale. Moins 3,5, on rappelle qu'en France, on s'attend entre moins 9 et moins 10, et que la zone euro, je crois qu'on est autour de moins 7, vous allez le préciser. Sur le seul quatrième trimestre, la croissance est de 4% en annualisé, c'est-à-dire un 1% sur le trimestre, puisqu'il ne parle pas tout à fait comme nous. Regardez la petite courbe, c'est marrant, c'est toujours intéressant de voir pour constater quand même le côté absolument dingue de cette année 2020, avec voilà, le retrait du premier trimestre 2020, la chute absolue au deuxième trimestre 2020, le rebond très fort au troisième trimestre 2020 comme partout, et une petite croissance donc au Q4 2020, ce qui n'est pas le cas pour le coup partout. Et je repasse, je l'avais montré ce papier des Échos hier, on évoquait tout à l'heure aussi les prévisions du FMI. Voilà, le FMI qui hier a revu à la hausse ses prévisions de croissance partout, sauf pour l'Europe, ce qui donc de nouveau pose cette question d'un écart croissant, voilà, entre les deux côtés de l'Atlantique, éventuellement renforcé, en tout cas à court terme, par une situation sanitaire / stratégie vaccinale plutôt favorable. Et encore une fois, il faut être prudent parce que tout peut évoluer quand même vite en matière sur ce sujet. Plutôt favorable aux États-Unis à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'ils font mieux que nous ? Alors à part ce qu'on a évoqué là à l'instant sur le voilà, qu'est-ce qui fait que ils ont moins baissé et ils vont éventuellement plus ou mieux rebondir ou mieux se porter dans la décennie qui vient. En tout cas, c'est ce que nous a dit le FMI avant-hier. Là, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir dès le mois de mars, en fait, les États-Unis ont voté un plan de relance de 2200 milliards à l'époque, qui a été complété après, qui est arrivé à 3000 milliards, donc ce qui a déjà soutenu assez l'économie. Ensuite, quand on était au milieu d'année, après au mois de juin, la Réserve fédérale publiait une prévision de croissance pour l'année qui était à moins 6,6. Mais des deux côtés, aussi bien le pouvoir, donc les outils macroéconomiques qui sont à la disposition des autorités, c'est donc la politique monétaire et la politique budgétaire. La politique budgétaire a été très très expansionniste aux États-Unis. Donc encore une fois, le plan total de l'année, c'était 13,5% de PIB qui ont été injectés dans l'économie, ce qui fait que... C'est beaucoup plus que chez nous, hein, effectivement. C'est 4 fois plus que ce qu'on a fait en Europe, enfin 4 fois plus par exemple par rapport à la France, donc c'est vraiment considérable. Si vous regardez ensuite sur des indicateurs qui sont assez importants, c'est de voir le niveau de revenus des Américains, il a augmenté de 6% sur la totalité de l'année. C'est-à-dire que c'est la meilleure année depuis 2007, je crois. Donc depuis 13 ans, sur le niveau de revenus qui moyen, ce qui n'empêche pas qu'il y ait eu des millions de jobs détruits, sûr, mais j'en parle en moyenne, bien sûr. Mais... Voilà, c'est le fait d'avoir envoyé des chèques, alors que je crois qu'une étude du CAE qui a été publiée ce matin, c'est qu'a priori, en France, c'est plutôt les revenus, c'est plutôt entre 0 et moins 5. Donc on voit déjà une différence importante. Et donc on arrive à une situation où les États-Unis aujourd'hui vont terminer l'année à moins 3,5, ce qui est 2 fois mieux que s'ils attendaient au départ, alors que l'Europe va terminer à moins 7,3% a priori, ce qui a été annoncé par la BCE, et pour la France, ça va être effectivement plutôt entre moins 9 et moins 10. Et simplement, ça prouve déjà d'une que les outils macroéconomiques sont particulièrement efficaces pour contrer les effets d'une crise. Et quand on regarde ce qui se passe pour la suite et pour les prévisions de croissance qui ont lieu pour les prochaines années, en fait, ce qui va se passer, c'est que à horizon 2023, ce qu'on attend, c'est que les États-Unis soient à peu près à un niveau qui soit 7,5% au-delà de leur niveau de 2019, alors que l'Europe est attendue à 2,5% au-dessus de son niveau de 2019. C'est-à-dire qu'on va faire un tiers de ce qui a été fait aux États-Unis. Et là, si je prends une perspective historique, c'est assez intéressant parce qu'on voit entre 99 et 2008, c'est-à-dire entre la naissance de l'euro et 2008, les Européens ont réussi à faire 20 points de croissance. Les Américains, dans la même période, avaient fait 25 points. C'est-à-dire qu'on avait réussi en Europe à faire 80% de la croissance américaine, ce qui montre qu'on avait un potentiel important et qu'on était capable de faire ça. Donc quand tout va bien, on est capable. Ensuite, quand tout va bien, on est à 80% de ce qu'ils font. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a eu la crise de 2008 avec une gestion de crise qu'on peut dire chaotique au niveau européen. Et si je fais la comparaison de ce qui se passe entre 2008 et 2019, on a 9% de croissance au total sur ces 12 années en Europe contre 22% aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a fait 40% du résultat américain, ce qui montre que notre gestion de crise a été plus ou moins catastrophique et qui nous a amené... Sachant que la crise venait de chez eux, il faut quand même le rappeler. La crise de 2008 est une crise financière des subprimes, Lehman, etc. Le traitement de cette crise ensuite a été plus efficace. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est d'autant plus vexant, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Et dans cette troisième crise, on arrive à une espèce de poursuite de cette tendance-là. C'est que les Européens, apparemment, ne sont pas armés, en tout cas, pour faire face à une crise. C'est qu'on a, à horizon 2023, des prévisions de croissance qui font qu'on sera à peu près un tiers du niveau américain. Et ce qui est frappant dans tout ça, c'est de constater que l'Union européenne, en 2008, était la première économie mondiale, devant les États-Unis et la Chine à l'époque. Après la crise de 2008, on a perdu la première place au bénéfice des États-Unis.
Et après cette crise-là, maintenant, depuis l'année dernière, la Chine nous est passée devant aussi également. Donc on a perdu 3 places au classement mondial et qu'on est vraiment en train de se désengager de la course qu'on peut avoir entre la Chine et les États-Unis, d'être en dehors du coup. Et quand on regarde les plans de relance qui ont été mis en place aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, c'est vraiment malheureux de s'imaginer, de faire la comparaison des montants. J'ai regardé ce matin, il y a une étude de la BCE qui a été publiée sur ce que va apporter le plan de relance européen à la France en 2021. Ouais. C'est 3 milliards d'euros, 0,13 points de PIB, alors qu'on va avoir un trou de 9%. Donc c'est vraiment rien, et que la totalité des fonds qui vont être versés entre 2021 et 2026, ça va correspondre à 45 milliards d'euros, c'est-à-dire 1,88 PIB. Et je rappelle que la relance qui a été faite uniquement sur l'année 2020 aux États-Unis, c'est 13,5 points. Donc évidemment, avec ces montants-là qui sont déversés, on ne peut pas arriver à soutenir le niveau d'activité au même niveau que ce qui a été fait aux États-Unis. Alors, quel regard vous avez sur quand on entend ces chiffres, effectivement, décennie après décennie, on a un potentiel de croissance de la zone euro par rapport aux États-Unis qui se détériore, alors que si j'appuie sur la touche rewind, là, si je reviens en juillet dernier, c'était la fête après le sommet européen qui avait validé ce plan de relance que Nicolas évoquait à l'instant et qu'on ne voit toujours pas venir, d'ailleurs qui ne viendra pas avant le deuxième semestre au mieux de 2021, sur cet écart entre ces deux zones. Hein, comment vous le vivez? Est-ce que vous le ressentez, je ne sais pas, par rapport à des concurrents qui seront sur d'autres marchés ou... Alors moi je navigue dans la microéconomie, la nano-économie, donc évidemment, je regarde tous ces pourcentages et tout ça. Aujourd'hui, votre business, il est juste, pardon, j'aurais dû réviser, mais il est franco-français aujourd'hui ou... Il commençait à être européen et le premier confinement nous a interdit de pouvoir aller trop loin. Mais évidemment qu'on va reprendre cet exercice. Donc pour l'instant, on est franco-français, on est sur le marché domestique. En 2019, nous avions fait 2% de croissance. En 2020, nous en avons fait 10%. Mais ce n'est pas une vraie performance d'avoir fait pour notre entreprise 10% de croissance. Fin février, nous étions à 31% de croissance. Fin février 2020, nous étions à 31%. Sur un rythme de... D'accord. Oui. Donc, on avait véritablement une année qui allait être exceptionnelle parce qu'on mettait en place, enfin, avec une certaine maturité, des services et des solutions pour les EHPAD et pour les personnes âgées à domicile. Moi, ma réaction, elle est surtout au-delà des prévisions qui sont faites et au-delà des décisions politiques qui sont faites. La vraie question, elle est dans l'exécution. Et vous voyez, un plan de relance a été annoncé. L'exécution de ce plan de relance, il prend 6 mois de plus. Tout le monde s'en fout. Personne n'est vraiment corrigé sur ce sujet. Et dans cette exécution, l'Union européenne est beaucoup moins soudée et avance beaucoup moins de concert qu'une nation complète comme ça peut être la Chine ou les États-Unis. Et ça, c'est, je pense, la vraie faiblesse de l'Union européenne, c'est dans l'exécution. Donc au-delà des décisions politiques... Pourtant, on est beaucoup j'insistais depuis juillet, mais on est beaucoup dans l'autocongratulation en Europe. Quand on est sur Twitter, qu'on suit les comptes de la Commission, de Mme von der Leyen, etc., tous les jours, on est en train de refaire le monde, on est en train de guider le monde, on est en train de... Voilà. Alors, je suis un petit peu volontairement taquin, mais puis c'est normal qu'eux-mêmes, ils essaient un peu de promouvoir leur action, on n'attendrait pas l'inverse. Mais, vous savez... mais c'est vrai qu'il y a un regard qui était que cette fois, enfin, cette crise a permis une prise de conscience en Europe, a permis une prise de conscience à la fois européenne, pour la première fois une mutualisation partielle des dettes, des subventions aux pays qui vont mal, Italie, Espagne en premier. Les Italiens, ils attendent 210 milliards, on en parlait, ils sont en pleine crise politique, mais ils attendent un chèque, c'est Noël fois 100. Il n'y a pas de synchronisation, c'est-à-dire qu'il y a toujours 2 ou 3 pays d'Europe où il y a des élections présidentielles. Il y a toujours 2 ou 3 pays d'Europe où il y a d'autres échéances nationales. Et du coup, ça grippe cette union qui devrait... Ça pourrait motiver les élections, hein. Ça a motivé M. Netanyahou en Israël pour vacciner vite, hein, sûrement. Enfin, je veux dire, on ne va pas les reprocher, mais ce que je veux dire, c'est que ça a joué sûrement dans le fait de se dire qu'il fallait qu'en 3 mois, voilà, parce que globalement, là, il a quand même assuré d'être réélu compte tenu des performances de sa politique vaccinale. Enfin, j'imagine, je ne suis pas spécialiste de la politique là-bas. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, ce que je constate, c'est que l'exécution est toujours plus compliquée à l'échelle européenne et à l'échelle nationale. Et du coup,
ce retard à l'allumage fait qu'on loupe des trains, on voit passer des trains devant soi et on ne les attrape pas. Et concrètement, quand je vous disais tout à l'heure, pour répondre à Nicolas, moi j'appartiens au monde de la microéconomie, donc on peut réussir sur des marchés de niche à se mettre en place. Moi j'ai l'entreprise que... Mais vous n'êtes pas indexé sur le PIB de la France, c'est clair. Oui, oui. Vous voyez, moi je développe une aventure, je développe une entreprise sur ce qu'on appelle les innovations disruptives. Qu'est-ce que ça veut dire? Proposer des fonctionnalités mieux adaptées avec des coûts beaucoup plus agressifs, c'est-à-dire des compétitifs, et sur des marchés qui sont délaissés. Donc, quand vous avez un acteur qui propose waouh, il est possible de faire ça pour ce prix-là et pour ces personnes-là, il y a une évidence qui apparaît et du coup, vous avez l'hypercroissance qui apparaît. Puis à un moment, il faut simplement remettre en place certains autres paramètres pour pouvoir mettre en place la croissance rentable. Donc moi, j'appartiens à ce monde-là. Donc on réagit vite, on essaye de continuer à survivre, à nager, et on a cette chance. On a cette chance d'être une petite coquille de noix dans une grande tempête, et du coup d'avoir des moments où c'est notre agilité, c'est notre bon sens qui peut nous permettre de survivre. Donc concrètement, quand on regarde ces éléments macroéconomiques, bien évidemment, on se dit à 5 ans ou 10 ans, là par contre, on va avoir cette sensibilité et on va être confronté à ces problématiques. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est ce décrochage depuis 2018, de la première à la deuxième, à la troisième place. C'est qui les prochains devant nous la Suisse. Ce sera l'Inde. A priori, on imagine ce sera le nouveau Singapour. Non, ce sera peut-être les Anglais, le savoir. Donc on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé, je trouve, avec la campagne de vaccination et le plan de relance européen. On dirait que les dirigeants européens, en fait, ont privilégié, en fait, ont voulu saisir cette crise comme étant une opportunité pour faire un saut fédéraliste au niveau européen. C'est-à-dire donner plus de pouvoir à la Commission, de faire un plan européen, et ce qui permettait effectivement d'avoir un affichage européen qui était plus marqué. Mais tout ça s'est fait au détriment de l'efficacité économique. Et on voyait d'ailleurs, je crois qu'il y a 2 jours maintenant, Bruno Le Maire a donné une interview au Financial Times où il disait, il se plaignait de la lenteur. C'est trop lent, c'est trop compliqué, a-t-il dit, en parlant du plan de relance, des 750 milliards. C'est trop lent, c'est trop compliqué, mais c'est exactement ce qu'il a signé. C'est-à-dire qu'en gros, non, mais c'est vrai. Mais en fait, il le savait, quoi. Enfin, il le savait, c'est que les délais pour l'instant sont tenus, et voilà, peut-être que les gouvernements, eux, prennent du temps. Il n'y a pas de mauvaise surprise, vous dites, en fait, on le savait dès le départ. C'est que ça allait prendre un an avant éventuellement d'avoir les premiers chèques. Et le choix a été fait, on va dire, quand il y a eu au début des négociations, justement, c'était de choix de prendre quelque chose dont on savait que ça allait durer plus de temps, qu'on aurait des montants moins importants, mais on a fait ce choix-là uniquement pour pouvoir justement avoir un affichage européen et de faire un saut fédéraliste. Et ben on a fait un choix politique plutôt qu'un choix d'efficacité économique, et ben maintenant on le paye. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet aussi qu'on assumait ce petit délai, parce que c'était précisément un plan de relance, donc en fait c'était un plan pour l'après-pandémie, pour repartir. Il se trouve que l'été dernier on pensait que ça s'était calmé quand même globalement, même s'il y avait évidemment beaucoup d'anticipation sur une possible, on appelait ça la deuxième vague à l'époque, oui. Et de se dire que, et là on voit que de toute façon la relance, à la limite, est-ce qu'on n'a pas plus besoin de soutien que de relance, parce que les plans que vous évoquez aux États-Unis, oui. c'est des plans de soutien, c'est pas des plans de relance. Et de relance. C'est du budgétaire à court terme, c'est des chèques envoyés aux individus. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi c'est là on voit aussi ce qui est curieux aussi dans le plan européen, c'est que pour l'instant la grille d'allocation des fonds qui a été faite, en fait, elle a été basée uniquement sur le niveau de richesse des pays et non pas sur le niveau d'affectation des pays par rapport à la pandémie. C'est-à-dire que, ça, c'est sur. C'était un espèce de mélange des deux quand même, parce que pour qu'on arrive à l'Italie en premier, c'est parce qu'ils étaient les premiers. Si vous regardez l'Italie, j'ai fait le graphique ce matin, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que pour les prévisions de croissance qui ont été faites par le FMI, à horizon 2022, on estime que le PIB italien va peut-être retrouvé le niveau qu'il avait en l'an 2000. C'est-à-dire que 22 ans de stagnation totale pour l'Italie. Donc c'est ça. Voilà le résultat que c'est pour ça. Et donc effectivement, quand on voit ce qui s'est passé en Italie, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est eux qui vont recevoir le plus d'argent. C'est qu'on regarde. En fait, le plan européen, il correspond plus à un plan de correction des erreurs qui ont été commises lors de la dernière crise qu'un plan anti-pandémie. Et effectivement, par contre, pour un tiers des montants qui vont être donnés, qui seront dans un second temps, là, ce sera plus directement lié effectivement à la gravité de la situation par pays par rapport à la. Donc, ce que vous dites, c'est qu'on est un petit peu dans l'idéologie, on n'est pas dans l'efficacité. Alors que aux États-Unis, ils ont été beaucoup plus dans l'efficacité au sens où des fois, c'est compliqué d'arriver à un vote au Congrès, mais une fois que c'est voté, l'argent, il est quasiment une semaine plus tard dans la boîte aux lettres des Américains. Alors que nous,
faut attendre un an. C'est ça, et ils y sont arrivés alors qu'ils avaient un niveau de division politique qui était quand même quasiment sans précédent aux États-Unis. Et ils ont quand même réussi à se mettre d'accord pour des montants invraisemblables. Ils n'avaient jamais fait mieux depuis le New Deal de Roosevelt. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et là, de nouveau, ils rajoutent 1 900 milliards. Alors, ils ne sont pas encore mis d'accord. C'est en discussion. C'est pas encore parti. Mais ce qui est... Et par contre, au mois de décembre, le 27 décembre, donc, le Congrès avait voté un plan d'appoint par rapport au premier plan qui était de 900 milliards. Et rien que le plan d'appoint américain est plus important que l'intégralité du plan principal européen pour les 6 prochaines années. C'est pour donner et ce plan d'appoint des 900 milliards, lui, il a été voté et l'argent a déjà été... Oui, l'argent était déjà distribué. D'accord. Les 1 900 milliards, c'est en plus. Oui, les 1 900 milliards, c'est en plus. Donc les 1 900 milliards, c'est le plan Biden là, qui doit normalement arriver au Congrès dans les jours qui viennent. Et c'est là-dessus qu'ils vont un peu s'écharper. Il y a eu 3 000 milliards l'année dernière, plus 900 milliards. Donc ça fait 3 900 milliards, plus 1 900 milliards, sans doute la moitié seulement va être attribué. Puis on aura au deuxième semestre de cette année l'annonce d'un nouveau plan Biden. Mais là, ce sera beaucoup plus un plan de relance avec notamment des infrastructures. Et donc effectivement, ils n'ont aucune espèce de mesure, en tout cas dans le niveau de relance qu'ils veulent avoir. Et ce qu'ils veulent arriver à faire, c'est simplement de mettre l'économie à plein potentiel et de retrouver un niveau de plein emploi réel. Ce qu'ils n'ont pas eu depuis quasiment 40 ans. Donc il y a vraiment une modification de la stratégie macroéconomique américaine qui est en train d'être mise en place. Ça fait 40 ans qu'on va dire qu'ils ont quelque chose qui était plutôt mesuré. Ils changent ça et ils veulent. Et je pense qu'il y a aussi leur raisonnement qui est d'essayer de tenir leur rang par rapport à la Chine et du coup ils font le maximum. Et les Européens face à ça, alors qu'on a et la Chine et les États-Unis qui font ça chacun de leur côté, ont l'air de s'asseoir un peu sur leurs mains en ce moment. Ce que vous dites, c'est qu'à peu de choses près, globalement, en tout cas sur cette volonté de relance qui se fait par endettement, globalement. Par la relance monétaire, surtout. Il y a un continuum entre les deux administrations, là, pour le coup. Oui, c'est assez frappant d'ailleurs de voir effectivement. Ensuite, il y a peut-être des différentes appréciations, mais en fait, la politique budgétaire qui est, on va dire, saluée pour Joe Biden, en fait, elle était déjà mise en place effectivement sous l'administration Trump. On voit également que la position de la Chine va sans doute être plus dure que ce qu'on pouvait imaginer au départ avec Biden. Et en fait, il y a aussi une continuité avec ce qui a été fait par Trump. C'est qu'en fait, les fondamentaux de ce qui a été mis en place par Trump vont être conservés par Biden. Évidemment, la forme ne va pas être la même, mais ensuite, ça ne va pas changer grand-chose. Y compris le Buy American qui vient de signer et le ton que vous disiez sur la Chine. Allez, il nous reste 5-6 minutes. On va balayer 2-3 autres sujets d'actualité. Tout de suite, c'est l'after. Bon, finalement, on va rester aux États-Unis, mais d'autres types d'actualités. Mais ça va rejoindre la politique économique et la politique budgétaire, en l'occurrence la politique fiscale. Regardez, Bill Gates, il était interviewé ce matin sur France Info, à distance. Il a balayé tous les grands sujets. Il s'est ému des lenteurs en matière vaccinale, de la défiance sur les vaccins. Il a insisté sur l'importance de faire accéder les pays les plus pauvres de la planète aux vaccins. Et puis il a aussi réagi à la politique fiscale américaine. On l'évoquait à l'instant, la politique économique des États-Unis. Indépendamment de la pandémie, dit-il, je crois que la politique d'imposition des États-Unis devrait être plus progressive dans les impôts. Il pourrait m'imposer plus lourdement, a-t-il déclaré. Bill Gates, fondateur de Microsoft, il reste l'un des hommes les plus riches du monde parce qu'il continue à avoir une participation très significative dans Microsoft, qui est une entreprise qui vaut beaucoup d'argent. Il y a quand même des petites différences. Rappelons, Donald Trump, il a baissé fortement les impôts aux États-Unis, pas que, mais notamment des plus riches. Sur cette question de l'imposition, globalement, il va être entendu. Biden a prévu de plus imposer. Voilà, c'est prévu effectivement par l'administration Biden, notamment d'aller taxer les plus hauts revenus. Et effectivement, le niveau d'inégalité, je pense, et en plus, il est extraordinairement frappant avec les chiffres qu'on a eu aujourd'hui du PIB, parce qu'on se rend compte que le niveau des salaires, en fait, a été, à la fin de cette année, est équivalent au salaire, au total des salaires versés à la fin de cette année sont équivalents à la totalité des salaires qui ont été versés à la fin de l'année dernière. Sauf qu'on a 10 millions de personnes qui ont été sorties de ces chiffres-là. Ça veut dire qu'il y a 10 millions de personnes qui sont sorties, qui travaillaient avant, et en fait, on ne les voit même pas dans le chiffre macroéconomique. Ce qui veut dire que en fait, ceux qui gagnent de l'argent ont gagné plus d'argent, et que finalement... Mais il y a moins de gens qui l'ont gagné. Et voilà, il y a 10 millions de personnes qui sont vraiment sorties de cette cycle. Ça permet de montrer le niveau d'inégalité aux États-Unis qui est effectivement très très important. Du coup, effectivement, il y a une volonté de l'administration Biden d'aller relever les impôts et en même temps de relever le salaire minimum à $15. Évidemment, ça peut être une décision qui... Salaire minimum fédéral, qui concerne que 10% de la population, même pas, je crois, mais c'est symbolique. Oui. C'est pas que symbolique. Mais... Ils ne pourront pas l'appliquer partout, évidemment, pas pour tout le monde. Mais au moins, il y a une volonté d'essayer de corriger ça, et on voit que cette volonté-là, je pense qu'elle est sincère de la part du Congrès et du pouvoir démocrate, et
à mon avis, elle sera encore plus efficace du côté de la Fed, parce qu'on en avait quand même de très bonnes nouvelles. C'est de voir ce qui s'était passé à la fin de l'année 2018 et pendant l'année 2019. C'était de voir que le soutien économique qui avait été apporté à l'économie américaine depuis plus de 10 ans, donc avait permis d'avoir un niveau d'emploi un niveau de chômage qui était de 3,5%, donc au plus bas depuis 50 ans, et un niveau de pauvreté qui venait de passer à la fin 2019 au plus bas depuis 60 ans. Donc ce qui était quand même assez satisfaisant, et de voir également que le salaire des gens qui étaient dans la fourchette basse des revenus progressait plus rapidement que ceux qui étaient dans la fourchette hausse. Et ça, c'était vraiment une première depuis très longtemps. Ce que Trump, avant la crise sanitaire, disait beaucoup. Oui, absolument. Ouais. En tout cas, ils avaient retrouvé une dynamique qui était très positive et qui permettait de voir, en fait, un peu sur le modèle des 30 Glorieuses, d'avoir une croissance qui était partagée à peu près par tous, et surtout qui profitait encore davantage aux personnes qui étaient au bas de l'échelle. Et je pense que l'idée maintenant de la Fed et du pouvoir économique général aux États-Unis, c'est d'arriver à une direction qui soit comme ça, mais pour une durée longue. Comment vous réagissez, Laurent, sur Alors, ils n'ont pas le taux d'imposition est plus fort chez nous qu'aux États-Unis. Oui, tout à fait. La situation n'est pas comparable. On constate ce que l'on constate un peu partout, c'est un décrochage des classes moyennes. On a un gap qui se crée. Le digital passe par là. On a une mutation des nouveaux métiers. Quand on a la Chine qui essaye de créer et de constituer une classe moyenne et qu'on voit que nos nations sont plutôt en train de les maltraiter, on se dit bien qu'il y a intérêt à ne pas louper la marche, quoi. Et concrètement, dans le quotidien des entreprises ou des salariés, c'est ce que l'on constate, c'est ce que l'on voit. Il y a de moins en moins de salaires médians, il y a de plus en plus d'expertises qui sont très payées, de manière importante, et à l'inverse, beaucoup de petits salaires, de petits emplois. La faute aux charges sociales, la faute aux charges patronales. Je ne veux pas aller dans un discours militantiste, mais globalement, il y a un moment où c'est assez stupéfiant, et c'est une posture qu'a Bill Gates depuis longtemps, et il n'est pas le seul, de dire on ne nous taxe pas suffisamment, et en parallèle, on n'a pas mis en place, alors on peut parler de l'Obamacare et autres dispositifs, mais il y a un moment où il va falloir quand même prendre soin de sa nation, prendre soin parce que globalement on finira par avoir des pauvres un peu partout, quoi, et ça va emmerder. Et Microsoft va bien, hein, effectivement, donc sa fortune. Regardez, le papier du Figaro, Microsoft a signé le meilleur trimestre de son histoire, donc lors du dernier trimestre 2020. Apple, pareil, bénéfice jamais enregistré, plus gros bénéfice jamais enregistré par une entreprise privée sur un trimestre, 28,8 milliards de dollars de bénéfices pour Apple sur un trimestre. Alors ce que moi ça me fait plaisir, parce qu'Apple et Microsoft, c'est des entreprises qui sont finalement assez vieilles, des entreprises nées dans les années 70. C'est la toute première génération quasiment, enfin la deuxième génération de l'informatique. Donc comme quoi, c'est des boomers, hein, Bill Gates et les créateurs feu Steve Jobs, etc. Voilà, il n'y a pas que des petits jeunes il n'y a pas des petits jeunes qui sont milliardaires non plus. Ça fait plaisir quand on a quelques années. Ça a permis à des structures comme Microsoft de montrer qu'elles étaient loin d'être has-been. Ouais. Et Office 365. Mais on n'en parle pas beaucoup, parce que quand on dit les GAFA, on ne rajoute pas sur le M. Effectivement, alors qu'en fait, Microsoft porte très très bien. C'est la deuxième ou troisième entreprise boîte au monde en valorisation. Hein. C'est vraiment les GAFAM avec le M de Microsoft qui est plus une boîte vraiment grand public, qui est devenue une boîte de B2B, pas mal, mais globalement meilleur trimestre de son histoire. Et pareil pour Apple. Ces deux boîtes américaines, ça nous renvoie à notre débat de cette deuxième moitié d'émission. Voilà, c'était pas l'émission la plus positive pour l'Union européenne et la France. On se rattrapera, on le fait d'autres jours, mais de temps en temps, les chiffres sont les chiffres. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés. Merci à vous. Très bonne soirée, à demain.